Guillaume Bigon nous parle de pionnières de l'État islamique, entraînées au maniement des armes, prêtes à mourir. Pour certaines d'entre elles, évidemment, peut-être pas toutes, mais est-ce que c'était une erreur, ces derniers rapatriements désormais, puisque les profils de ces femmes ont changé? Bon, ma position est un peu plus radicale. Je pense que tous les rapatriements étaient des erreurs depuis le départ parce que c'était l'intuition et le réflexe de bon sens de François Hollande au lendemain des attentats du Bataclan, c'est-à-dire de réunir, vous savez, les députés et les sénateurs en congrès et de proposer la déchéance de nationalité. Finalement, le président de la République de l'époque, François Hollande, n'a pas été suivi, mais c'est ça qu'il aurait fallu faire, ce qui aurait finalement coupé le problème à la racine, n'étant plus français, ayant perdu leur nationalité, le sens de les rapatrier, parce que le terme de rapatrier, ça veut dire les ramener sur leur patrie, le sol de leur père, étymologiquement, n'avait plus de sens juridique. Est-ce qu'il a un sens politique pour ces hommes, ces femmes? Alors les hommes, beaucoup, la plupart sont morts et ont de toute façon été condamnés sur place à des peines extrêmement longues. Et même ces enfants, c'est pas sûr, parce qu'ils ne reconnaissent pas la France comme leur patrie. Parfois, ils ont brûlé leur passeport, ce n'est que symbolique, mais surtout, ils ont pris fait et cause pour un combat qui relève de la haute, très très haute trahison. Et vous ne croyez pas à ce profil dont on nous parle, de ces jeunes femmes un peu perdues, radicalisées en mode express sur Internet et rentrées finalement dégoûtées de leur périple dans cette zone? Mais si, j'y crois, parce que ça a été aussi une réalité. Mais le problème est le suivant, c'est que vous avez d'abord la doctrine pensée et bien, correspondant à un entraînement qui est de la taquilla. Quand vous êtes dans un groupe comme ça, de toute façon, vous avez des légendes, vous avez des narratifs, vous racontez des choses. Alors là, ça a été dit dans le sujet, et c'est vrai, on en a rapatrié déjà, donc on commence à recouper les informations et à voir démêler le vrai du faux, mais d'abord, on n'a pas vraiment que ça à faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'occasion aussi d'aborder cette question. Je pense que les enfants en bas âge peuvent être éventuellement amendables, mais il faut être sérieux on s'est engagé dans un combat de ce type, qui aboutissait à brûler vifs des prisonniers, à égorger, à décapiter des hommes, des gens sans défense. Et surtout, il faut bien comprendre qu'il y a une sorte de lien qui est assez complexe entre qu'est-ce que ces gens, c'est le djihadisme, c'est-à-dire c'est une vision radicale de l'islam qui entend prendre le pouvoir par l'extrême violence. Ça a été le projet de Daesh, c'est le projet d'Al-Qaïda, c'est le projet des terroristes. Et deuxièmement, on a une vision qui est à peu près la même, non moins radicale de l'islam, mais qui avance par des moyens non violents. C'est l'islamisme, ce sont les mosquées radicales, les prêches radicales, c'est de l'entrisme, c'est des gens qui, hélas, en France et en Europe, ont pignon sur rue. Et voilà. Et en réalité, il faut bien comprendre que les deux, d'une certaine façon, se tiennent la main bizarrement. Lorsqu'il y a des attentats, les islamistes non violents avancent aussi. Donc il y a un problème de subversion, un risque de subversion d'une partie de la population. C'est pas qu'ils vont prendre le pouvoir en France, c'est qu'ils sont capables de créer vraiment des fractures très très graves dans notre société. Et vous dites que ces femmes qui sont de retour, par exemple, vont faire du prosélytisme, au-delà de la violence même qu'elles pourraient générer si elles étaient radicalisées. Elles sont prosélytes, c'est ça? Alors, d'abord, on va avoir le phénomène des prisons, parce que les prisons sont des incubateurs de djihadisme, mais aussi juste simplement d'islamisme, ce qui est suffisamment grave, et leur poids symbolique, le poids symbolique de ces femmes qui se sont... Alors maintenant, celles qui avaient un engagement un peu plus léger sont revenues au fur et à mesure, mais celles qui vont revenir sont effectivement des durs de durs. Là, on attaque le noyau dur. Donc ces femmes sont des passionnariats un peu de la cause. Elles ont une vertu, enfin, elles ont une valeur symbolique pour la cause, et donc pour les gens qui sont proches de ces idées importantes. Dans un milieu carcéral, qui est un milieu fermé, qui est un milieu très dur, certains peuvent déjà les regarder comme étant des héros, et en plus, on n'a pas suffisamment de places de prison pour les isoler. On arrive à isoler tant bien que mal les hommes, qui parfois les plus dangereux sont placés complètement à l'isolement. La plupart d'entre eux sont passés dans des bâtiments où ils sont mélangés avec d'autres prisonniers, mais enfin, on sait que dans certaines prisons et dans certains lieux de certaines prisons, il y a ce genre d'individus. Et puis là, pour les femmes, elles vont être diluées en fait dans un milieu carcéral classique. Et ensuite, toutes les techniques de déradicalisation, mais d'ailleurs le terme J'allais vous demander, lui-même, vous y croyez à la déradicalisation? le terme lui-même nous en dit suffisamment long, déradicaliser. C'est-à-dire qu'à d'abord, on n'ose toujours pas nommer l'ennemi. Il ne s'agit pas de désislamiser. Le terme serait problématique. Il ne s'agit pas de dédjihadiser.
on pourrait au moins le comprendre, de déradicaliser. En fait, le problème, ce n'est pas leur idée, c'est que le fait que leur idée soit radicale, soit extrême. Mais en fait, vous voyez bien que ce ne sont pas seulement des gens qui sont des extrémistes ou des fanatiques de manière neutre. Ils ont un combat, ils ont une idéologie qui est très ancrée et qui s'appuie même sur une religion pluriséculaire. Ça, on ne va pas s'en débarrasser comme ça. Les techniques qu'on a utilisées sont des techniques qui échouent, sont des techniques d'une très grande naïveté. Alors maintenant, la situation a vraiment évolué. On a connu 3 phases avec ces affaires de revenants. On a connu une première phase qui était, disons, avant la chute du califat. Donc avant la chute du califat, de toute façon, personne ne revenait et grosso modo, ça a été avoué par le président Hollande, on neutralisait les cibles, c'est-à-dire qu'on tuait les gens sur place, pour être clair, par des drones, par des frappes. Deuxièmement, on les a rapatriés, c'est la doctrine Cazeneuve, au cas par cas. On rapatriait des enfants que les familles demandaient. Effectivement, les enfants avant 13 ans, placés en famille d'accueil, etc., on pouvait les sauver parce qu'ils ont parfois été endoctrinés. On a vu des enfants qui tranchaient les vifs. Mais vous dites même que les préados, les ados, c'est déjà trop tard? Je ne suis pas un spécialiste de l'enfance, mais le risque est extrêmement important. Et ce sont les lionceaux du califat. Ils ont été éduqués dans cette idéologie. Dans les camps où les Kurdes les maintenaient prisonniers, il faut bien comprendre aussi que cette idéologie, elle a servi de ciment. C'était des conditions extrêmement difficiles. Donc, ça m'étonnerait qu'ils aient tourné kazakh. Évidemment, le discours en face de la caméra, le discours vis-à-vis des autorités, c'est oui, mais nous n'avons qu'une envie, retrouver le pays des droits de l'homme, retrouver notre pays, etc. Mais la plupart d'entre eux n'en pensent pas un mot. Donc, la deuxième étape, c'était des retours au cas par cas. Et maintenant, il y a cet argument, les autres pays européens les font revenir, argument d'autorité européiste auquel le président ne peut pas répondre. Il y a eu des condamnations de la Cour européenne des droits de l'homme, mais surtout, il y a eu un contexte géopolitique. Le contexte géopolitique, c'est que depuis l'été 2021, ces camps kurdes ne sont plus sécurisés. C'est-à-dire que les groupes islamiques sur place se reforment. Parfois, ils ont libéré manu militari ces camps. Donc leur sécurité... Enfin, c'est pas la sécurité des terroristes, on s'en fiche un peu, d'être cynique, de la sécurité des terroristes, mais la sécurité ils peuvent être, ces prisonniers qui ont une haute valeur symbolique pour les mouvements djihadistes peuvent être libérés par les djihadistes eux-mêmes. Et puis la Turquie joue un rôle assez trouble parce que ce sont, n'oublions pas, des Kurdes qui les détiennent, et qui les surveillent. Et en réalité, la Turquie, elle fait aussi la guerre aux Kurdes. Donc personne ne va finalement défendre ces Kurdes parce qu'ils sont sous le feu, d'une certaine façon, de l'État turc. Vous voyez, la question est assez complexe, mais en résumé, oui, il ne faudrait pas qu'ils reviennent. Et pour la raison la plus importante, en dehors de la dangerosité, c'est que nos services sont déjà saturés par la surveillance de gens sur le territoire déjà très dangereux, de djihadistes qui sortent de prison au fur et à mesure qu'ils ont purgé leur peine. On est absolument saturé. C'est ce que dit Thibault de Montbrial ce matin dans le Figaro. Avocat, il nous dit que le pays n'a pas les moyens de les surveiller. Bien sûr. Il dit aussi que la France a finalement cédé à l'activisme d'associations et d'avocats ainsi que d'organisations internationales, à la légitimité discutable sur ces questions, dans l'affaire des rapatriements. Il y a eu les déclarations de l'UNICEF, effectivement, alors, les petits-enfants, etc. Il faut être gentil avec les enfants. Bon, tout ça s'appuie. Mais même sur ces femmes, même sur ces femmes. Mais voilà, ce que j'allais dire, il y a la Cour européenne des droits de l'homme. La France a subi forcément la pression de ces associations, de ces avocats et de ces instances internationales dans ce dossier qui a poussé au rapatriement de ces personnes. La CEDH... vraiment était dans son rôle de complètement légaliste et formaliste. C'est-à-dire qu'elle a considéré que la France ne pouvait pas ne pas faire droit, ne pas étudier des demandes de rapatriement avec des familles qui avaient contacté des avocats pour récupérer leurs petits-enfants, par exemple. Et donc la France a été condamnée parce qu'elle n'a, d'après la CEDH, pas suffisamment étudié ces demandes. Mais heureusement, j'allais dire, parce que tout est possible avec la CEDH, et souvent le pire. Mais enfin, heureusement, la CEDH n'a pas consacré dans une jurisprudence un droit à revenir. Vous croyez à la possibilité de déradicaliser? Non, déjà, le terme lui-même signifie déjà sans la lâcheté des kilomètres. Quand il s'agit de dénazifier, on sait ce que c'est. On prend un nazi et on lui lave la cervelle pour qu'il soit plus nazi et qu'on écrabouille son idéologie, mentalement, psychologiquement. Là, il s'agirait de désislamiser, de dédjihadiser, d'accord? Mais on n'ose même pas dire ça, donc on dit déradicaliser. Voilà, comme si c'était le seul problème, n'était pas qu'ils avaient une vision ultra rigoriste de l'islam ou littéraliste de l'islam. Non, le problème c'est uniquement ce sont des méchants, si vous voulez, pour parler comme le gouvernement. Alors on va essayer de faire en sorte qu'ils se deviennent des gentils. Bon, tout ça est ridicule. J'insiste sur un point qui me semble clé. Si on prend un peu de recul, c'est que on ne peut, et je pense que la démocratie gagne à la mansuétude, gagne d'une certaine façon à pardonner.
Mais il faut avoir gagné pour être dans la mansuétude, vous comprenez? Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on a écrasé le nazisme, on a condamné à des peines de prison, on n'a pas déchu leur nationalité les collabos parce qu'on avait gagné. Ça change tout. Là, en l'occurrence, quand on aura gagné une bonne fois pour toutes la guerre contre le djihadisme, alors oui, on pourra se montrer généreux, on pourra ramener les gens, les incarcérer, etc. Les nazis qu'on avait incarcérés, ils n'ont pas fait des petits frères et des petits copains dans les prisons au lendemain de la libération. Là, le problème, c'est que les prisons, elles sont en partie tenues par les islamistes.